Je vais de suite donner la parole à Thierry Geoffroy, qui est représentant de Cratère et qui va en complément intervenir sur la restauration de Tombouctou. Oui, peut-être. Merci Jean-Louis et bonjour à tous et merci pour l'invitation à participer à cet événement. Peut-être quelques mots sur Cratère pour ceux qui ne connaîtraient pas. Cratère, ça existe depuis 1979. C'est une association au départ spécialisée dans l'architecture de terre qui s'intéressait plus particulièrement à l'habitat très économique. Ça a été le point de départ, qui est devenu laboratoire de recherche et qui a aussi un enseignement spécialisé en architecture de terre. Donc, ils forment des architectes qui sont spécialistes de l'architecture de terre, qui est une formation qui dure 2 ans et qui est organisée à l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble. Et le dernier développement récent, Cratère est pilote d'un laboratoire d'excellence. Donc, c'est un titre à la fois honorifique, mais aussi qui nous donne des moyens qui nous permettent d'approfondir assez largement nos recherches aujourd'hui. Alors, pourquoi Thierry Geoffroy présente Tombouctou? Je pense que c'est aussi une longue histoire. C'est une longue histoire que l'on a avec l'ICROM de partenariat depuis les années 80. C'est une histoire qui s'est poursuivie aussi ensuite avec l'UNESCO, notamment au travers du programme Africa 2009, et qui nous a amené, entre autres, à travailler sur Tombouctou déjà à partir de 1995, donc un lieu qu'on connaissait assez bien, et je dirais l'ensemble du Mali qu'on connaît bien, avec des partenariats très très établis avec la direction du patrimoine et l'ensemble des spécialistes. Donc il était, je pense, assez naturel que l'UNESCO, qui a commencé à travailler sur le sujet, fasse appel à Cratère pour venir participer à ce travail. Donc je vais parler là principalement de Tombouctou, qui est un des 4 sites du patrimoine mondial du Mali, qui a été inscrit en 1988 et qui comporte en fait 3 mosquées et 16 mausolées. Donc on voit ici en bas à droite la mosquée principale qui s'appelle Djingaréber. Donc des images terribles que l'on a reçues en 2012 durant l'occupation des forces armées, avec 3 séries de destruction presque provocatrices, puisqu'en fait la première a lieu au moment du comité du patrimoine mondial, une deuxième série en septembre, et pour réveiller un peu tout le monde, la dernière série sera au mois de décembre. Donc il y a cette idée d'un rappel comme ça, tout n'a pas été fait d'un coup, donc il y a aussi une idée un peu médiatique de détruire un patrimoine qui ne correspondait pas donc à la façon dont ces gens-là voient la pratique de l'islam. Alors le 3 février 2013, suite à la contre-attaque qui avait été menée par les forces maliennes assistées par les forces françaises, le président François Hollande a voulu se rendre à Tombouctou et a eu cette idée de tout de suite impliquer l'UNESCO. C'était assez naturel dans cette visite. Et suite à cela, donc la France et l'UNESCO se sont alliés pour organiser un grand événement ici. On n'est pas à Paris, c'est bien d'ailleurs. Donc organisé à l'UNESCO à Paris, une grande réunion internationale dans laquelle des experts qui connaissaient le Mali ont été rassemblés et ont été consultés sur un pré-programme qui a été établi et validé, avec, je dirais, ressorti une déclaration qui était presque une évidence pour tout le monde. Nous reconstruirons les mausolées de Tombouctou. Je dirais même avec du recul, comment aurait-il possible de ne pas les reconstruire? Parce que le fait qu'ils aient été détruits avait une telle signification que les reconstruire, c'était aussi montrer qu'on allait résister à ce mouvement et qu'on ne l'acceptait pas. Donc laisser les mausolées détruits aurait été probablement quelque chose d'assez catastrophique. Je dirais tout simplement, les gens se seraient probablement organisés pour le faire, peut-être pas très bien avec les moyens qu'ils avaient, mais ils l'auraient fait de toute façon. Donc Lazare a parlé de ça, ça me permet d'aller relativement vite. Une première mission qui est organisée au mois de mai à Tombouctou, avec la rencontre des principaux acteurs. Les principaux acteurs, c'est les populations, c'est leurs représentants aussi, donc on voit Lazare Lundu à côté de l'imam. Et puis à droite, c'est le chef de la corporation des maçons, puisqu'il existe toujours à Tombouctou un chef de la corporation des maçons, qui sont cette corporation à l'identique de ce que l'on avait nous dans le passé, des gardiens des techniques de construction traditionnelles, même si, comme tout le monde, ils ont aussi évolué et nécessitent, on l'a dit tout à l'heure, qu'on les aide aussi peut-être parfois à retrouver certaines des techniques, ce qui était le cadre du travail qu'on a fait.
Donc il y a 16 mausolées qui avaient été détruits, assez lourdement. Bon, et comme ils étaient très massifs, ils n'ont pas été entièrement détruits, ce qui a permis quand même d'avoir un certain nombre de traces. Il y avait la porte secrète de la mosquée de Sidi Yahya aussi qui avait été arrachée, qui avait un caractère secret qui à nouveau ne convenait pas aux groupes armés. Et puis je dirais c'est un peu l'ensemble de Tombouctou qui avait souffert de cette occupation, avec quelque chose aussi très important sur lequel moi j'ai moins travaillé, c'est peut-être moins l'objet aujourd'hui, la destruction d'un certain nombre de manuscrits, dont heureusement une grande partie a été exfiltrée à l'initiative d'une ONG qui s'appelle Savama, qui a fait un travail absolument remarquable et qui a réussi à exfiltrer, je crois, 95% des manuscrits sur Bamako par bateau, par taxi, petit bout par petit bout. Ils ont réussi à quasiment tout sortir. Et du coup, les destructions qu'il y a eu des manuscrits ont été extrêmement réduites. Mais les musées aussi ont été touchés. Un a été entièrement détruit. Et puis, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que l'habitat même a beaucoup souffert, puisque beaucoup de populations sont parties, ont laissé leur habitat en plan, qui est construit avec des matériaux relativement fragiles, que sont la terre, et puis une pierre calcaire, mais qui est très assimilable à de la pierre, et qui sont donc des bâtiments, s'ils ne sont pas entretenus, s'ils sont abandonnés plusieurs années, peuvent être amenés à se dégrader de plus en plus vite, je dirais, pas forcément très vite, mais de plus en plus vite. À partir du moment où il y a des petites dégradations, on a des effets d'amplification. Donc sur la base des premières investigations qui ont été faites, des premiers constats, donc il y a un séminaire national qui a été fait avec l'ensemble des parties prenantes, en tout cas des représentants des populations, mais aussi tous les professionnels du Mali sur lesquels on comptait beaucoup pour lancer le programme de reconstruction. Mais on n'a pas foncé tête baissée, on a quand même réfléchi à comment est-ce qu'on allait s'y prendre. Et donc on a lancé tout un tas d'investigations, rassemblé la documentation existante, dont on s'est malheureusement rendu compte qu'elle n'était pas si importante que ça. Et donc on a fait rétrospectivement en fait une documentation notamment des mausolées, qui en fait avait été moins couvert, puisque peut-être moins prestigieux, et donc tous les gens qui ont eu à travailler à Tombouctou s'étaient plus particulièrement intéressés aux grandes mosquées et pas tellement aux mausolées. Donc on avait quand même des documentations relativement rares. Ce sont des petits bâtiments relativement simples, hein, de 4 mètres par 5 environ. Donc c'est vrai que ce n'est pas si prestigieux que ça, pas tellement représentatif de l'importance qu'ils ont, puisqu'ils sont tout autour de la ville. Et on a donc une signification extrêmement importante qui est chaque mausolée est un marqueur d'une personnalité, d'une communauté qui est arrivée à Tombouctou et qui est donc aussi tout le symbole de cette diversité culturelle qui existe à Tombouctou et du vivre ensemble de toutes les communautés de Tombouctou. Donc des relevés architecturaux qui ont été faits par Mamadou Koné, qui est un architecte qui a été formé par des Allemands, qui fait toujours un travail fantastique qu'on connaît depuis assez longtemps. On a lancé aussi des fouilles archéologiques pour essayer de trouver des choses en dessous. C'est là où on s'est rendu compte que ces mausolées avaient déjà été en partie détruits, reconstruits plusieurs fois, relevés, donc ce qui nous donnait aussi de la matière à réflexion pour définir la façon dont on allait les reprendre. On avait quelques images, donc y compris, moi j'avais passé un petit peu de temps, donc j'avais quelques images d'époque aussi, de 1995, et puis on s'est basé aussi sur de la comparaison avec ce qui se pratique aussi dans la région, notamment au Mali. Ça nous a permis donc de constituer un dossier qui a permis en 2014, donc le 14 mars 2014, de lancer les travaux avec, alors je dirais, quelque chose qu'on aime beaucoup faire à Cratère, c'est la pratique. On est dans la pratique, on est dans l'expérimentation, et donc on a fait un premier projet pilote qui visait à expérimenter les choses, à les tester, à voir les capacités et discuter avec les maçons sur le chantier. Alors, comme on ne pouvait pas aller sur place, c'était un petit peu difficile pour nous, mais on s'est organisé donc avec les collègues maliens avec qui on travaillait déjà depuis plusieurs années pour faire ça. Donc cette expérimentation nous a permis de redéfinir un certain nombre de techniques de construction, de façons de travailler, et on a pu lancer le projet en février 2015. Des chantiers assez compliqués à organiser et qu'on a en fait, en cassant
les règles habituelles des financeurs, donc l'Union européenne essentiellement, la coopération suisse qui étaient les gros financeurs, on leur a demandé, ne nous demandez pas de faire des appels d'offres et que des entreprises nous répondent. On veut travailler directement avec les familles qui sont chacune détentrices d'un des mausolées et avec le maçon qui leur est rattaché. Donc il n'y avait pas question d'appel d'offres, on savait avec qui il fallait absolument qu'on travaille. Et au-delà, on a utilisé ça et c'est beaucoup intéressé les maçons, en fait, c'est de renforcer les équipes avec des jeunes notamment, de façon à ce que les anciens qui maîtrisent les techniques, parfois on a travaillé avec eux, je l'ai déjà dit je crois, mais qu'on forme aussi des jeunes à cette occasion-là. Donc on utilise en fait tous ces chantiers aussi comme des opportunités pour retrouver toutes ces techniques et les diffuser parmi les nouvelles générations. Donc voilà quelques images. Alors, je ne vais pas aller dans les détails de la construction. On voit ici donc, le chef maçon à droite qui donne des instructions assez fermes. Lui était vraiment très enthousiaste sur ce volet formation que l'on a mis. Il avait un discours extrêmement clair par rapport à ça et il a veillé sur chacun des chantiers. Donc lui était chargé de tourner tout autour des chantiers. Donc on avait comme ça des rôles assez précis puisque les chantiers étaient répartis un peu partout dans la ville, ce qui n'était pas non plus simple à faire comme organisation. Donc on a ici quelques exemples avant la destruction et puis après. Je vous montre quelques images des mausolées, parce que je pense que vous êtes restés sur votre faim tout à l'heure. Et tout le monde a faim. Donc Sidi Mohamed, le mausolée d'Alpha Moya, qui est un de mes préférés, Al-Tawati et El-Miki. Donc vous voyez que chacun aussi a été traité de façon très différente. Quelques particularités de ce projet, c'est qu'on a essayé de le positionner dans un ensemble de la problématique de Tombouctou et on a développé en parallèle de ce projet avec l'AIMF essentiellement et la municipalité de Tombouctou un volet sur l'amélioration de l'habitat, la réparation de l'habitat qui a été extrêmement apprécié. On a fait 50 maisons pour le moment et on essaye de relancer. Et du coup, ce projet-là a eu un prix international et donc on espère qu'on va pouvoir continuer avec l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones. Dernière action en date, c'est le 19 septembre, la remise en place de la porte de Sidi Yahya. Et puis je veux parler quand même un petit peu de Gao, qui me tient plus particulièrement à cœur, puisque... Mais j'ai fini. J'ai fini. Juste pour vous montrer aussi cette image qui est très forte et qu'on ne connaît pas toujours si bien que ça, du crépissage traditionnel du Mali, qui montre aussi comment les populations sont rattachées à ça. Et ça, c'est quelque chose que l'on a facilité. On ne l'a pas fait nous, on l'a facilité. Et par contre, ce qu'on a facilité aussi, c'est que l'ensemble, ce que vous voyez la photo en haut à droite, c'est que l'ensemble des chefs de tous les groupes ethniques de Gao se sont rassemblés pour faire de cet événement du crépissage du tombeau des Askia à Gao, rassemble tout le monde. Voilà, merci. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je crois qu'on doit enchaîner immédiatement. Il me semble quand même important, je voudrais relever de ceci, le point, que dans les deux cas qui ont été présentés, les expériences en Syrie comme Tombouctou, montrent que cette dimension patrimoine est en quelque sorte transversale à l'ensemble de la réhabilitation de la ville historique. Je crois que c'est intéressant de montrer la liaison qu'il y a entre patrimoine et réhabilitation urbaine. Donc ce n'est pas seulement une reconstruction de certains monuments, mais c'est aussi la reconstruction du paysage urbain. Et deuxièmement, je trouve important, ce que vous avez souligné, c'est que les procédures dans des situations comme celle-là doivent être plus souples et que l'on puisse éviter les parcours beaucoup trop longs de certains appels d'offres et autres formules parfois exigées des créanciers et des financiers, de manière à pouvoir faire capter le dynamisme des personnes locales qui sont prêtes à contribuer, comme c'est le cas de manière exemplaire, à la réhabilitation de Tombouctou. Merci beaucoup.